Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture d'Eugénie Grandet, donc le roman de Balzac que je vous lis chaque mois un petit peu sur ma liseuse. Comme c'est un livre libre de droit, je peux vous le lire en entier, comme je l'ai déjà fait par le passé avec d'autres romans, Hernani, Jane Eyre, etc., que vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés, etc. Sur ma chaîne, vous retrouverez aussi le lien vers les premières parties de cette lecture qui a pour but de vous relaxer et de vous divertir, puisque je fais vraiment ça en mode une histoire avant d'aller dormir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On est vers la page 20 du roman, juste pour ceux que ça intéresserait de savoir où est-ce qu'on en est. Donc là, on parlait du père Grandet qui se pense généreux envers sa femme et sa fille. Et toi, la mère, veux-tu quelque chose? Mon ami, répondait Madame Grandet, animée par un sentiment de dignité maternelle. Nous ferons cela. Sublimité perdue. Grandet se croyait très généreux envers sa femme. Les philosophes qui rencontrèrent des Nanon, des Madame Grandet, des Eugénie, ne sont-ils pas en droit de trouver que l'ironie est le fond du caractère de la Providence? Après ce dîner, où, pour la première fois, il fut question du mariage d'Eugénie, Nanon alla chercher une bouteille de cassis dans la chambre de M. Grandet et moqua de tomber en descendant. Grande bête, lui dit son maître. Est-ce que tu te laisserais choir comme une autre, toi? Monsieur, c'est cette marche de votre escalier qui ne tient pas. Elle a raison, dit Madame Grandet. Vous auriez dû la faire raccommoder depuis longtemps. Hier, Eugénie a failli s'y fouler le pied. Tiens, dit Grandet à Nanon en la voyant toute pâle, puisque c'est la naissance d'Eugénie et que tu as manqué de tomber, prends un petit verre de cassis pour te remettre. Ma foi, je l'ai bien gagné, dit Nanon. À ma place, il y a bien des gens qui auraient cassé la bouteille, mais je me serais plutôt cassé le coude pour la tenir en l'air. Cette pauvre Nanon, dit Grandet en lui versant le cassis. T'es-tu fait mal? Dit Eugénie en la regardant avec intérêt. Non, puisque je me suis retenue en me fichant sur mes reins. Eh bien, puisque c'est la naissance d'Eugénie, dit Grandet, je vais vous raccommoder votre marche. Vous ne savez pas, vous autres, mettre le pied dans le coin, à l'endroit où elle est encore solide. Grandet prit la chandelle, laissa sa femme, sa fille et sa servante sans autre lumière que celle du foyer, qui jetait de vives flammes, et alla dans le fournil chercher des planches, des clous et ses outils. Faut-il vous aider? Lui cria Nanon en l'entendant frapper dans l'escalier. Non, non, ça me connaît, répondit l'ancien tonnelier, au moment où Grandet raccommodait lui-même son escalier vermoulu et sifflait à tue-tête en souvenir
Je suis à vous, je ne suis pas fier, je rafistole moi-même une marche de mon escalier. Faites, faites, monsieur Grandet, charbonnier et maire chez lui, dit sentencieusement le président en riant tout seul de son allusion que personne ne comprit. Madame et mademoiselle Grandet se levèrent. Le président, profitant de l'obscurité, dit alors à Eugénie: Me permettez-vous, mademoiselle, de vous souhaiter, aujourd'hui que vous venez de naître, une suite d'années heureuses et la continuation de la santé dont vous jouissez. Il offrit un gros bouquet de fleurs rares à Saumur, puis, serrant l'héritière par les coudes, il l'embrassa des deux côtés du cou, avec une complaisance qui rendit Eugénie honteuse. Le président, qui ressemblait à un grand clou rouillé, croyait ainsi faire sa cour. Ne vous gênez pas, dit Grandet en rentrant, comme vous y allez les jours de fête, monsieur le président. Mais, avec mademoiselle, répondit l'abbé Cruchot, armé de son bouquet, tous les jours seraient pour mon neveu des jours de fête. L'abbé baisa la main d'Eugénie. Quant à maître Cruchot, il embrassa la jeune fille tout bonnement sur les deux joues et dit: Comme ça nous pousse tout ça, tous les ans, 12 mois. Ça veut rien dire cette phrase, non? En replaçant la lumière devant le cartel, Grandet, qui ne quittait jamais une plaisanterie et la répétait à satiété quand elle lui semblait drôle, dit: Puisque c'est la fête d'Eugénie, allumons les flambeaux. Il ôta soigneusement les branches des candélabres, mit la peau beige à chaque piédestal, prit des mains de Nanon une chandelle neuve entortillée d'un bout de papier, la ficha dans le trou, l'assura, l'alluma et vint s'asseoir à côté de sa femme, en regardant alternativement ses amis, sa fille et les deux chandelles. L'abbé Cruchot, petit homme dodu, grassouillet, à perruque rousse et plate, à figure de vieille femme joueuse, dit, en avançant ses pieds bien chaussés dans de forts souliers à agrafes d'argent: Les des Grassins ne sont pas venus. Pas encore, dit Grandet. Mais doivent-ils venir? Demanda le vieux notaire, en faisant grimacer sa face trouée comme une écumoire. Je le crois, répondit madame Grandet. Vos vendanges sont-elles finies? Demanda le président de Bonfons à Grandet. Partout, lui dit le vieux vigneron, en se levant pour se promener de long en long dans la salle et en se haussant le thorax par un mouvement plein d'orgueil, comme son mot. Partout. Par la porte du couloir qui allait vers la cuisine, il vit alors la grande Nanon, assise à son feu, ayant une lumière et se préparant à filer là, pour ne pas se mêler à la fête. Nanon, dit-il en s'avançant dans le couloir, veux-tu bien éteindre ton feu, ta lumière, et venir avec nous? Pardieu, la salle est assez grande pour nous tous. Mais, monsieur, vous aurez du beau monde. Ne les vaux-tu pas bien? Ils sont de la côte d'Adam, tout comme toi. Grandet revint vers le président et lui dit: Avez-vous vendu votre récolte? Non, ma foi, je la garde. Si maintenant le vin est bon, dans 2 ans il sera meilleur. Les propriétaires, vous le savez bien, se sont jurés de tenir les prix convenus, et cette année les Belges ne l'emporteront pas sur nous. S'ils s'en vont, eh bien, ils reviendront. Oui, mais tenons-nous bien, dit Grandet d'un ton qui fit frémir le président. Serait-il en marché, pensa Cruchot. En ce moment, un coup de marteau
se sont conservées jeunes encore à 40 ans. Elles sont comme ces dernières roses de l'arrière-saison, dont la vue fait plaisir, mais dont les pétales ont je ne sais quelle froideur et dont le parfum s'affaiblit. Elle se mettait assez bien, faisait venir ses modes de Paris, donnait le ton à la ville de Saumur, de Soimur, non mais n'importe quoi, et avait des soirées. Son mari, pardon, il y a mon pied qui passe, ancien quartier maître de la garde impériale, grièvement blessé à Austerlitz et retraité, conservait, malgré sa considération pour Grandet, l'apparente franchise des militaires. Bonjour, Grandet, dit-il au vigneron en lui tenant la main et affectant une sorte de supériorité sous laquelle il écrasait toujours les cruchots. Mademoiselle, dit-il à Eugénie après avoir salué Madame Grandet, vous êtes toujours belle et sage. Je ne sais en vérité ce que l'on peut vous souhaiter. Puis, il présenta une petite caisse que son domestique portait et qui contenait une bruyère du Cap, fleur nouvellement apportée en Europe et fort rare. Madame des Grassins. Attendez, c'est bien la suite. Oui, c'est ça. Madame des Grassins embrassa très affectueusement Eugénie, lui serra la main et lui dit: Adolphe s'est chargé de vous présenter mon petit souvenir. Un grand jeune homme, blond, pâle et frêle, ayant d'assez bonnes façons, timide en apparence, mais qui venait de dépenser à Paris, où il était allé faire son droit, 8 ou 10 000 francs en sus de sa pension, s'avança vers Eugénie, l'embrassa sur les 2 joues et lui offrit une boîte à ouvrage dont tous les ustensiles étaient en vermeil, véritable marchandise de pacotille, malgré l'écusson sur lequel un E.G. Coty était assez bien gravé, pouvait faire croire à une façon très soignée. En l'ouvrant, Eugénie eut une de ces joies inespérées et complètes qui font rougir, tressaillir, trembler d'aise les jeunes filles. Elle tourna les yeux sur son père, comme pour savoir s'il lui était permis d'accepter, et M. Grandet dit un « Prends, ma fille », dont l'accent eût illustré un acteur. Les 3 cruchots restèrent stupéfaits. En voyant le regard joyeux et animé lancé sur Adolphe des Grassins par l'héritière, à qui de semblables richesses parurent inouïes, Monsieur des Grassins offrit à Grandet une prise de tabac, en saisit une, secoua les grains tombés sur le ruban de la Légion d'honneur attaché à sa boutonnière de son habit bleu, puis regarda les cruchots d'un air qui semblait dire: Parez-moi cette botte-là. Madame des Grassins jeta les yeux sur les bocaux bleus où étaient les bouquets des cruchots, en cherchant leur cadeau avec la bonne voix jouée d'une femme moqueuse. Dans cette conjoncture délicate, l'abbé Cruchot laissa la société s'asseoir en cercle devant le feu et alla se promener au fond de la salle avec Grandet. Quand ces 2 vieillards furent dans l'embrasure de la fenêtre la plus éloignée des Grassins, ces gens-là, dit le prêtre à l'oreille de l'avare, jettent l'argent par les fenêtres. Qu'est-ce que cela fait s'il rentre dans ma cave, répliqua le vigneron. Si vous vouliez donner des cristaux d'or à votre fille, vous en auriez bien le moyen, dit l'abbé. Je lui donne mieux que des ciseaux, répondit Grandet. Mon neveu est une cruche, pensa l'abbé, en regardant le président, dont les cheveux ébouriffés ajoutaient encore à la mauvaise grâce de sa physionomie brune. Ne pouvait-il inventer une petite bêtise qui eût du prix? Nous allons faire votre partie,
nous allons vous aider, mademoiselle Nanon, dit gaiement madame des Grassins, toute joyeuse de la joie qu'elle avait causée à Eugénie. Je n'ai jamais de ma vie été si contente, lui dit l'héritière. Je n'ai jamais rien vu de si joli, nulle part. C'est Adolphe qui l'a rapporté de Paris et qui l'a choisi, dit madame des Grassins à l'oreille. Va ton train, damnée intrigante, se disait le président. Si tu es jamais en procès, toi ou ton mari, votre affaire ne sera jamais bonne. Le notaire, assis dans son coin, regardait l'abbé d'un air calme en se disant: les des Grassins ont beau faire, ma fortune, celle de mon frère et celle de mon neveu, monte en somme à 1100 000 francs. Les des Grassins en ont tout au plus la moitié, et ils ont une fille. Ils peuvent offrir ce qu'ils voudront, héritière et cadeaux. Tout sera pour nous un jour. À 8h30 du soir, de table était dressée. La jolie madame des Grassins avait réussi à mettre son fils à côté d'Eugénie. Les acteurs de cette scène pleine d'intérêt, quoique vulgaire en apparence, munis de cartons, bariolés, chiffrés et de jetons en verre bleu, semblaient écouter les plaisanteries du vieux notaire, qui ne tirait pas un numéro sans faire une remarque, mais tous pensaient au biglion de M. Grandet. Le vieux tonnelier contemplait vaniteusement les plumes roses, la fraîche toilette de madame des Grassins, la tête martiale du banquier, celle d'Adolphe, le président, l'abbé, le notaire, et se disait intérieurement: ils sont là pour mes écus, ils viennent s'ennuyer ici pour ma vie, et ma vie ne sera ni pour les uns ni pour les autres, et tous ces gens-là me servent de harpon pour pêcher. Cette gaieté de famille, dans ce vieux salon gris mal éclairé par 2 chandelles, ces rires accompagnés par le bruit du rouet de la grande Nanon, et qui n'étaient sincères que sur les lèvres d'Eugénie ou de sa mère, cette petitesse jointe à de si grands intérêts, cette jeune fille qui, semblable à ces oiseaux victimes du haut prix auquel on les met et qu'ils ignorent, se trouvait draguée, serrée par des preuves d'amitié dont elle était la dupe. Tout contribuait à rendre cette scène tristement comique. N'est-ce pas d'ailleurs une scène de tous les temps et de tous les lieux, mais ramenée à sa plus simple expression? La figure de Grandet, exploitant le faux attachement des 2 familles, en tirant d'énormes profits, dominait ce drame et l'éclairait. N'était-ce pas le seul Dieu moderne auquel on ait foi, l'argent dans toute sa puissance, exprimé par une seule physionomie? Les doux sentiments de la vie n'occupaient là qu'une place secondaire. Ils animaient 3 cœurs purs, ceux de Nanon, d'Eugénie et de sa mère. Encore combien d'ignorance dans leur naïveté! Eugénie et sa mère ne savaient rien de la fortune de Grandet. Elles n'estimaient les choses de la vie qu'à la lueur de leurs pâles idées, et ne brisaient ni ne méprisaient l'argent, accoutumées qu'elles étaient à s'en passer. Leurs sentiments, froissés à leur insu mais vivaces, le secret de leur existence en faisait des exceptions curieuses dans cette réunion de gens dont la vie
était purement matérielle. Affreuse condition de l'homme. Il n'y a pas un de ces bonheurs qui ne vienne d'une ignorance quelconque. Au moment où Madame Grandet gagnait un lot de 16 sous, le plus considérable qui eût jamais été ponté dans cette salle, et que la grande Nanon riait d'aise en voyant Madame empochant cette riche somme, un coup de marteau retentit à la porte de la maison, et y fit un si grand tapage que les femmes sautèrent sur leurs chaises. Ce n'est pas un homme de Saumur qui frappe ainsi, dit le notaire. Peut-on cogner comme ça, dit Nanon. Veulent-ils casser notre porte? Qui diable est-ce? Bon, je crois